Et bien, salut à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Fontaine. Christophe Fontaine, qui est Senior Regional Technical Sales Director, Europe du Sud et Afrique, chez Vim. I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Christophe et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à vous deux. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec moi-même, Greg et Philippe pour pouvoir discuter avec Christophe de la protection des données, de la gestion des données dans Kubernetes. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kubernetes, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises utilisent et les attaques, elles, comme d'habitude, se ciblent sur ce qui est le plus utilisé. Et on a de plus en plus d'attaques, notamment des ransomware, qui touchent les entreprises, qui permettent pas au business de se dérouler correctement. Donc, c'est un sujet assez important qu'on va aborder aujourd'hui avec Christophe. Christophe, si tu veux bien, avant qu'on passe dans le vif du sujet et qu'on parle grosse techno et sécurité, on va parler un petit peu de toi. Oula! Et avoir une petite anecdote pour toi. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier projet informatique? Et est-ce que tu peux me le raconter en quelques mots? J'étais jeune, j'étais en seconde, donc ça remonte à... Non, je vais pas donner le nombre d'années parce que ça va commencer à me faire peur. Si on est en quelle année? Allez, Christophe. Allez, alors en seconde, j'ai 55 ans. Oh la vache, non, c'était il y a longtemps, années 90, quoi. Allez, années un 90. peu avant, 85, quoi. Et donc là, on est en cours et effectivement, moi j'étais en seconde technologique. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, mais globalement, je préparais pour faire un bac E, donc bac C à l'époque plus techno. C'est devenu bac S et maintenant je suis complètement perdu, même si ma femme est prof de maths, j'ose même plus demander. Et donc ce qui se passe à l'époque, c'est qu'on arrive, et effectivement on a un premier cours d'informatique et on arrive avec le prof arrive avec des ZX81 et c'était des ordinateurs qui étaient merveilleux à l'époque. Alors je dois vous avouer que c'était un peu pourri, mais quand même. Et donc il y avait une certaine valeur. Et dans le lycée où j'étais, ça coûtait beaucoup et donc on distribue ça. Et premier truc que dit le prof, c'est les gars, vous faites pas de conneries, vous le démarrez et surtout vous attendez. Bon, moi je le branche et je vois qu'il commence à fumer. Donc, j'ai été victime de la première erreur informatique que j'ai faite d'un point de vue matériel. J'ai juste défoncé le premier ZX81 que j'ai eu dans mes mains. Et donc, finalement, j'ai été puni au coin et j'ai attendu que tous les autres travaillent pour qu'on me redonne parce qu'il y avait des spares quand même. Et donc, finalement, j'ai quand même réussi à faire un peu d'informatique. Alors, pour être... Les temps n'ont pas trop changé. Alors, pour être un peu plus sérieux... Je me souviens qu'à l'université, on avait les mêmes problèmes avec les routeurs qu'il fallait absolument pas redémarrer au mauvais moment et comme par hasard, tout le monde le faisait. Alors, bon, après, ça, c'est plus une anecdote. Je dirais que le vrai premier projet informatique professionnel sur lequel j'ai travaillé, là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est les années 2000. Donc, à l'époque, j'étais dans une société qui s'appelait Compaq et j'ai travaillé, en fait, sur toute la partie stockage du premier supercalculateur qui s'appelait Terra 1, qui avait été installé à Bruyères-le-Châtel. Alors, il y a toute une histoire hyper intéressante et je pense que vous allez vous en souvenir, mais à l'époque, le président, c'était monsieur Jacques Chirac et il avait dit, bon, on arrête de faire sauter des bombes atomiques dans les belles îles, là, et on va essayer de faire ça en simulation informatique. Et donc, il y a eu la première installation d'un supercalculateur à Bruyères-le-Châtel, qui était évidemment fait par le CEA. Et à l'époque, c'était des environnements... alors, c'est un peu marrant parce qu'on parle d'ARM aujourd'hui, mais c'était ce type d'environnement-là, 645 ES45 quadrille processeur et il y avait derrière 50 Tera de stockage. Ça prenait quasiment la place d'un terrain de football. C'est assez phénoménal. Tout ça pour faire quoi? 50 Tera et 5 teraflops. Donc aujourd'hui, vous prenez une PS5, je vais pas la nommer, mais globalement, ça fait à peu près la puissance de ce qui prenait un terrain de football à l'époque, dans les années 2000. Évidemment, ça a évolué après. Aujourd'hui, on parle d'hexaflop, on va beaucoup plus loin, mais ça, c'était mon premier projet et 50 Tera, c'était énormément, un très grand nombre de bêtes de stockage qu'il fallait synchroniser et à l'époque, tout se faisait à la mano. Donc, non, un projet super intéressant. Ouais, ça a l'air quand même hyper intéressant. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, des années ont passé depuis la seconde, assez peu d'années. Ouais, voilà, on va dire ça. Assez peu d'années ont passé depuis la seconde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ce que tu fais aujourd'hui et sur qui tu es? Alors tout simplement, donc Christophe Fontaine, j'ai 3 enfants, mais on peut considérer que j'en ai 4 ou 5 puisque j'ai eu des jumeaux. Donc ça fait vieillir, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Donc 55 ans. Je suis né juste un mois après le premier atterrissage sur la Lune. Donc malheureusement, ça a eu un impact sur moi parce que je suis du coup énormément passionné de tout ce qui a attrait à la Lune et tout ce qui est, on va dire, space geek. Alors, mon histoire, elle est un peu marrante parce que je suis physico-chimiste.
Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans l'informatique, ce brave homme? J'ai une maîtrise de physico-chimie moléculaire que j'ai eue à Orsay, et j'ai enchaîné à l'époque, un peu avant les années 2000, sur un diplôme d'ingénieur sur tout ce qui était gestion de la donnée. Donc, comme quoi, je me suis pas trop trompé. De fil en aiguille, j'ai commencé à être intéressé à la donnée. Et à l'époque, juste pour vous donner un ordre d'idée, on commençait à avoir des moteurs de recherche. Donc j'ai eu des cours avec des Français qui ont créé des moteurs de recherche comme Esila, par exemple, qui est une boîte qui a été rachetée. Et je me suis dit, les moteurs de recherche, c'est pas mal quand même. Ça veut dire un truc, il y a de l'avenir. Bon, j'ai pas creusé assez parce que j'aurais dû m'orienter vers les moteurs de recherche. J'ai été un peu feignant dans l'affaire. À l'époque, j'avais un collègue, un pote de fac et d'école d'ingé qui est donc parti aux US. Ça se trouve, il est milliardaire maintenant, mais il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Mais non, moi, je suis resté plutôt dans la data. Et donc, par la suite, j'ai travaillé tout simplement dans la gestion de la donnée. Et c'est vrai qu'un de mes premiers boulots, ça a été de travailler dans une société qui faisait du télé-backup. D'accord. Alors du télé-backup à l'époque, c'était quoi? C'était du backup as a service, en fait, qu'on appelle ça aujourd'hui. Et on utilisait un algorithme qui s'appelait AirSync, et on faisait de la sauvegarde de toutes les données pour les dentistes, les docteurs. Et c'est très marrant parce que quand on revoit l'histoire et on voit qu'aujourd'hui comment c'est marketé, ça c'était il y a plus de 20 ans, et c'était quelque chose qu'on faisait déjà, de la sauvegarde à distance. C'était phénoménal. Et en fait, on utilisait juste un petit algorithme pour le faire et envoyer des données dans un data center. Et on le faisait en mode as a service parce qu'on disait aux clients, vous payez pas, vous payez juste tous les mois un fee. Vous voulez une caméra, on vous l'ajoute aussi. Et donc tout ça a fait que dès le départ, c'était assez novateur. Cette société n'existe pas. C'était déjà révolutionnaire par rapport à la sauvegarde. Ah non, mais c'était à l'époque, c'était révolutionnaire. Bon, après je suis parti et j'ai travaillé j'ai été chez Compaq, HP, HPE pendant un très grand nombre d'années. Depuis 18 mois, je suis chez Vim. Donc j'ai la chance. Alors du coup, Vim, Christophe, présente-nous un petit peu. Alors Vim, je suis arrivé chez Vim en tant que effectivement directeur technique. Donc dans mon job, avant de présenter la société, je gère une trentaine de systèmes ingénieurs. Donc non, pas que sur la France, sur l'Europe du Sud et l'Afrique. Donc ça, c'est assez intéressant puisque j'ai 3 managers qui m'aident justement à gérer cet ensemble de people qui sont, vous savez, des systèmes ingénieurs. On est dans le geek, on est on est avec des personnes qui sont hautement qualifiées. Et donc ça, c'était déjà le premier intérêt de changer de société. Et le deuxième point, c'est Vim. Vim, pour être très honnête, depuis hier, on vient de fêter nos 18 ans. Donc on est majeur depuis hier. C'est quand même quelque chose d'intéressant quand même. Alors 18 ans, on est majeur en France. Aux US, on n'est pas encore majeur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, Vim? On est là en fait pour parler de la résilience de la donnée. Alors dans le passé, on parlait de la protection de la donnée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience. Être résilient à la fois d'un point de vue humain, d'un point de vue technologique, est de plus en plus important. Et on est leader tout simplement dans la protection de la donnée et dans la résilience de la donnée depuis un très grand nombre d'années. Alors Vim est une société qui effectivement est apparue et c'est très très lié en fait à l'avènement de la virtualisation. Je pense qu'on va y revenir. Et la virtualisation est quelque chose qui a complètement disrupté en fait le mode de fonctionnement des entreprises. Et on a travaillé pendant un très grand nombre d'années pour faire évoluer la protection des environnements virtualisés. Et on a dans notre évolution racheté quelques sociétés qui nous ont permis d'être complètement en adéquation avec le marché. Donc il y a quelques années de ça, on a racheté une société qui s'appelait Castem, qui justement est là pour protéger les environnements Kubernetes. Et je sais que c'est le thème de la journée, donc du podcast, donc on va en parler. Et puis on a racheté, si vous suivez un petit peu toutes les je dirais nouvelles, on a racheté il y a quelques temps là une société qui s'appelle Alcyon. Alors en américain Alcyon, et qui nous permet justement d'augmenter notre portfolio pour la protection des environnements en mode SaaS de nos clients sur la partie 365 ou sur la partie Azure. Donc Vim, en résumé, on est leader puisqu'on a depuis très longtemps intégré en fait le bas de la pyramide. Donc tout le monde connaît Vim. On a la chance que tout le monde connaît Vim. On a plus de 550 000 clients dans le monde, donc c'est assez impressionnant. On a plus de 20 millions d'environnements protégés sur la partie 365, donc ça commence à être colossal. Mais surtout, on est connu pour une société plutôt innovante. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on a notre mantra à nous, c'est vraiment d'aller dans l'innovation et de toujours chercher les meilleurs moyens d'aider nos clients. Et ça fait partie de notre ADN. Alors maintenant, donc vous êtes attaqué à la partie Kubernetes. Est-ce que tu peux aborder la partie virtualisation et nous dire un petit peu pourquoi Kubernetes est autant utilisé dans les entreprises
et pourquoi ça a cette importance aujourd'hui d'utiliser du Kubernetes? Alors, pour revenir sur la vertu, j'ai eu la chance, parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très jeune, j'ai eu la chance d'être au tout début de la virtualisation. Donc quand VMware est arrivé, je crois que c'était dans les années 2000, hein, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est on a des ressources physiques, on va essayer de les optimiser, et pour les optimiser, on va se dire mais pourquoi on va pas être capable de partager un bout de processeur, un bout de mémoire, et pourquoi on va pas se mettre dans un modèle où on va avoir plusieurs environnements sur un même environnement physique et partager des ressources. Quand c'est arrivé, Donc ça a commencé avec du exactement. VMware, et Ouais. c'est là, enfin, moi, c'est là que j'ai connu Voilà. Vim. Alors, soyons très très francs, hein, la virtualisation, elle a débuté largement avant VMware. Hein. Les premiers modèles de virtualisation, c'était sur les mainframes. Hein. Donc, c'est des environnements qui sont largement plus vieux entre guillemets, mais le premier modèle de virtualisation, c'est largement avant VMware. Par contre, VMware, c'était l'attaque d'un environnement qui était x86, et donc du coup, ça touchait beaucoup plus, enfin, ça touchait un très grand nombre de personnes et beaucoup d'entreprises. Alors effectivement, VMware, ça a été la première version, la V1 là. Moi, je m'en souviens très très bien, puisque quand on installait VMware, c'était assez bluffant. Et par contre, le premier truc qu'on s'est dit, oh, c'est super ce truc-là, mais jamais ça va aller en prod, trop dangereux. Partager des ressources, c'est un truc de fou, on va jamais le faire. Bon, il s'avère aujourd'hui que je pense que 95% des clients utilisent de la vertu en production sur des environnements critiques. Donc je m'étais un peu trompé, hein, je dois l'avouer. Mais la réalité de tout ça, c'est que tous les modèles qui étaient liés à la virtualisation ont vraiment disrupté en fait la mise à disposition de ressources. Et cette mise à disposition de ressources, elle était vraiment pertinente à partir du moment où on avait une haute disponibilité de ces environnements. Donc la virtualisation a beaucoup évolué. Et en parallèle de tout ça, c'est poser la question, c'est très bien, j'ai des environnements virtualisés, mais il faut les sécuriser. Et pour les sécuriser, il faut bien évidemment les sauvegarder avec je dirais, une solution qui soit pertinente. Et c'est là où Vim, justement, a proposé et a été créé pour sauvegarder ces environnements virtualisés qui commençaient à arriver en production. Donc, à partir du moment où ça arrivait en production, il fallait se poser la question, mais comment je vais revenir dans un état qui va être un état stable de ma production si j'ai un problème? Et c'est là où Vim a commencé à travailler. Et comme la virtualisation avait aussi un but qui était un but non négligeable, hein, c'était baisser les coûts au départ. Hein. C'est qu'il faut quand même le savoir. Le but de baisser les coûts, c'est utiliser des ressources. Ah, c'est à la fin, ça va vraiment. Ouais. Alors après, on va en reparler parce que je sais que dernièrement, il y a eu quelques petites modifications sur le modèle, on va dire. Mais la réalité, c'est cette baisse de coûts. Donc, elle a attaqué tout le bas de la pyramide. Tous les clients qui n'avaient pas beaucoup de besoins de ressources ont utilisé la vertu pour optimiser les coûts. Et c'est là où Vim était super pertinent. Donc, Vim, au départ, on est arrivé sur le bas de la pyramide, un très grand nombre de clients, et on est monté en fait en fonction de la montée de la virtualisation dans les très grands systèmes de production pour justement être encore plus pertinent. Donc là, aujourd'hui, on est sur du Kubernetes. Le modèle de virtualisation, alors, a un petit peu changé. Aujourd'hui, on parle de sécurité de données dans Kubernetes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il y a une spécificité sur du Kubernetes à la sécurité de données? Alors, déjà, je pense qu'il est important d'essayer de comprendre d'où vient Kubernetes. Alors, Kubernetes ou K8s, enfin, il y a tous les noms, mais globalement, c'est Kubernetes ou Kube, d'accord? D'où ça vient? Allez, on dit Kube, c'est beaucoup plus simple. D'où ça vient? Le premier sujet, c'est que il y a quelques temps, on a eu pas mal de projets qui sont arrivés qui étaient basés sur du container. Donc, je vais pas vous refaire l'histoire de la baleine, Docker, et donc beaucoup de communication sur on va faire du container, mais pourquoi on fait du container finalement? Le premier sujet par rapport au container, c'est la mise en place d'un modèle agile. Et ce modèle agile, pourquoi il est là? Parce que finalement, là, on parle d'informatique, mais tout ce qu'on fait, c'est pour les métiers. C'est pour les personnes qui sont là pour dire, moi aujourd'hui, je dois déployer une application et je dois le faire de plus en plus vite. Aujourd'hui, on est en train de vivre l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de toutes les entreprises qui sont dans des modèles agiles. Le vrai sujet, le sujet numéro 1, c'est la capacité d'être réactif par rapport à un contexte. Donc, réactif par rapport à un contexte, c'est comment je vais faire pour être le premier, battre mes concurrents, comment je vais sortir l'offre le plus rapidement possible. Ça, il faut bien comprendre que c'est les métiers qui ont drivé le changement en fait de modèle et la disruption au niveau de l'informatique. Donc, qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça veut dire ça a donné énormément de challenges. Et le premier challenge, c'est mais comment je vais faire pour déployer des environnements pour mes métiers le plus rapidement possible avec une vraie agilité. Et c'est là où est apparu le container, c'est là où est apparu en fait le modèle agile, où je vais avoir plein de services, des microservices qui vont être partout, et je vais pouvoir les déployer le plus rapidement possible.
Donc ça, c'est la première question, c'est la mise en place des environnements de type container. Mais le vrai sujet derrière, c'est si tu dois le faire en mode de production, si tu dois le faire dans un mode sécurisé, il va falloir travailler en cluster, il va falloir travailler avec des modèles avec soit du stockage, soit pas de stockage. Et donc ça, quel est le challenge derrière? C'est comment je vais gérer, comment je vais automatiser tous ces environnements. Et c'est là, bien évidemment, qu'arrivait Kubernetes. Alors, le projet Kubernetes, le projet historique, c'est Vanilla, c'est entre guillemets Google qui a lancé ça et qui a travaillé dessus. Et après, ils ont décidé de le mettre en monde open. C'est-à-dire qu'ils ont complètement donné le projet et après, tout le monde s'est accroché au projet. Et c'est là où ça a commencé à vraiment être intéressant parce que dès que c'est en monde open, beaucoup de personnes travaillent dessus. Et si on travaille dessus, derrière, on va pouvoir trouver des modèles et on va pouvoir s'attacher à un mode open. Je précise quand même que Kubernetes a quelque chose d'intéressant pour tout le monde. C'est que c'est un projet. Tout le monde va rajouter sa petite sauce. Vous connaissez le monde open. Ça peut être du Red Hat, ça peut être de l'OpenShift, ça peut être bien évidemment tout l'écosystème qui va travailler dessus, mais chacun va devoir suivre quand même des règles. Et ces règles, elles sont liées au mode open. Donc ça veut dire que c'est à la fois très ouvert, mais quand même très cadré. Et la CNCF qui gère tout ça depuis l'arrivée en fait de ce monde open va mettre en place tous les modèles qui correspondent pour dire là on est vraiment dans un modèle Kubernetes cohérent. Et chacun va rajouter sa sauce. Alors quel est l'intérêt de tout ça finalement? C'est travailler sur un modèle qui va être un modèle interactif, donc qui va être un modèle évolutif, et tout le monde va travailler sur ces modèles-là. Et puis après Vanilla, il y a différentes distros qui sont sorties, et ces distros ont été pris par certains clients pour mettre en production. Et certains clients utilisent des distros différentes. Ça, c'est le modèle Kubernetes. D'accord? Donc au milieu de Kubernetes, on va, une fois qu'on a compris que c'était magique d'utiliser des conteneurs, on va se poser la question de la sauvegarde des données, de la sécurité des données. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour assurer cette protection de données dans K8S? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? Alors, parce que, moi, je vais rajouter une question à ce que dit Grégory, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a une approche qui est de dire ce qui est dans le Kubernetes, on s'en fout, parce que les données, elles sont dans une base de données et dans des blocs storage ou object storage ailleurs. Okay, ouais. Du coup, c'est quoi l'intérêt et qu'est-ce qui est sauvegardable et a intérêt d'être sauvegardé dans un Kubernetes? Alors, en fait, cette question, je l'adore. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle est tout à fait alignée par rapport au ressenti des clients. Ouais, mais moi, tu sais, je m'en fous. Le stockage, je suis en stateless, il est quelque part, je sauvegarde mon sto. C'est pas grave. De toute façon, je vais redémarrer. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vas prendre combien de temps pour démarrer? Oh non, mais il y a aucun problème. Moi, je suis en mode DevOps. Mes gars, c'est des cadors et tout. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a Jean-Jacques qui n'était pas réveillé un matin, qui a fait une connerie. Il a changé le modèle. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds accès effectivement à ton environnement cube, tu commences à vouloir repartir, tu commences à regarder tout ton modèle, puis en fait, tu n'as plus accès parce que Jean-Jacques, il a fait une connerie. Donc tu te dis, mais c'est pas grave, je vais le redévelopper. Et bon, après, au bout de 2 semaines, quand tu t'es dit, j'ai bien commencé à transpirer et j'ai réussi à le faire, tu as juste perdu 2 semaines. Hier, j'étais avec un client. Je vais vous donner un exemple qui est hyper parlant. Ce client, il travaille sur des batteries de voitures électriques, d'accord? Et il est en train de se battre face aux Chinois. Bon, ça arrive, malheureusement, c'est un vrai sujet. Et il a mis en place Vim, mais ça, c'est encore un sujet à part entière. Mais il expliquait, moi, ma chaîne de production, si elle s'arrête 1 heure, c'est $1 million. Si le mec qui a mis un modèle agile et qui arrive à faire repartir tout au bout de 2 semaines, il a perdu combien de millions de dollars? Donc le sujet, il est là. Le sujet, c'est pas uniquement la technologie, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être capable de repartir rapidement. Alors sur ce que tu as dit juste avant, le modèle historique de Kubernetes était, de toute façon, je travaille en mode stateless. D'accord? Je mets le stockage à côté, je sauvegarde mon stockage. Ça, c'est un modèle qui est complètement en train de changer. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on a de plus en plus en fait de modèles qui nous permettent de nous connecter avec le stockage. Donc ces modèles qui sont en fait des CSI, donc Container Storage Instance, je crois, je sais plus, mais vont nous permettre de gérer le stockage, y compris dans Kubernetes. Donc le modèle qui était un modèle historique en mode stateless a complètement changé vers un modèle qui est en train de se transformer vers un modèle stateful. Et c'est là
où ça commence à être super intéressant, parce qu'avant on séparait les deux et on se disait bon bah je sauvegarde le stockage et je vais tout remonter, ça va être facile. La réalité c'est que c'est pas si simple que ça. Mais maintenant on est capable d'agréger les deux et on est aussi capable de sauvegarder les deux. Et c'est là où notre offre chez Vim est super intéressante, c'est qu'avec Kasten on va avoir cette capacité d'intégration, que ça soit en mode stateless ou stateful, pour faire de la sauvegarde de ces environnements. Et aujourd'hui on travaille sur des projets qui sont des projets qui justement vont être capables de tenir les RTO, RPO, donc les remises en production ou les remises en mode nominal des environnements avec des délais très très courts. Et c'est là où ça commence à être super intéressant. Ce que tu appelles délai très court, en moyenne sur une infra Kubernetes, on est de l'ordre de quoi? On est de quelques minutes, quelques heures? Alors là c'est pareil, c'est une super question. Pourquoi? Parce que les délais, en fait, c'est le client qui doit se les imposer. En combien de temps je dois repartir pour avoir zéro impact sur ma production? Donc, on a des clients qui vont travailler en quelques minutes, et donc nous, on va mettre en place les moyens pour être capable de repartir en quelques minutes. Et puis, on a des clients qui se disent, bah moi, si c'est au bout d'une semaine, je repars, ça me convient. Donc, tout va dépendre du client. Et c'est pour ça que quand nous, on travaille avec nos clients, le point clé, c'est d'écouter les besoins du client. Il y a certains qui vont vous te dire, bah moi, c'est pas compliqué si je perds. Quand on est dans le monde bancaire, est-ce que vous pensez qu'on peut perdre une seconde de transaction? Une seconde, ça peut être 1 milliard. Je vais pas vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques années dans le monde bancaire, mais il y en a qui ont perdu quelques milliards. Et c'était par des process qui étaient validés. Et en fait, derrière, il y avait des choses un peu bizarres. Mais la réalité, c'est que tout va dépendre du business. Par contre, nous, on va être capable de mettre en place la plateforme qui va répondre aux besoins du client et surtout les outils. Dans le domaine de la sauvegarde, il s'est passé depuis quelques temps une vraie disruption. Tout à l'heure, tu te moquais un peu d'ailleurs, Greg. Je trouvais ça un peu bizarre quand même. Tu t'es moqué de la bande. Mais tu sais que la bande, hein, c'est pas très. Si, tu t'es moqué de la bande. Soyons honnêtes, tu t'es moqué de la bande. Bon, la bande. Ça avait quelques inconvénients, on va pas se le cacher. Alors, ouais, mais elle a quand même beaucoup d'avantages, la bande. C'est quoi les avantages de la bande? Elle est air gap, donc tu peux prendre ta bande, tu la mets dans un robot ou tu la mets dans un coffre-fort et puis tu peux la réutiliser après si tu as gardé les lecteurs. Bon, ça, faut éviter de faire des conneries, de les mettre à la poubelle. On a la bande, on n'a plus le lecteur. Ouais, mais ça, c'est un grand classique. Hein, c'est déjà arrivé à pas mal de clients. Non, mais donc c'est un premier point. Mais cette bande, aujourd'hui, elle est réellement air gap et en plus, elle peut être immuable. Les tout premiers modèles qu'on appelle aujourd'hui immuables, c'était le WORM. Write once, read many. D'accord? On écrivait sur une bande et on pouvait plus la déplomber. Hein. Alors ceux qui avaient des cassettes audio, vous mettiez votre scotch là, vous enleviez le scotch et plus personne pouvait l'effacer. Ben, c'est un peu le même modèle. Et ben cette bande aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est toujours en croissance. Hein. Il y a beaucoup de nos clients qui nous demandent de la bande. Alors oui, ils vont dans le cloud, oui, ils vont dans le cloud privé, dans le cloud public, mais la bande est toujours un média pertinent. Et y compris sur des environnements qui sont des environnements mixtes, hein, qui peuvent être des environnements virtualisés en mode Kubernetes ou autre. Ça peut être un média qui est pertinent. Aujourd'hui, la bande revient un petit peu à la mode par l'aspect déconnecté. Exactement, justement. le air gap. Dire vraiment, c'est isolé, on peut rien en faire, personne n'y accédera. Voilà. Je peux te donner un exemple d'un client en Afrique, tu vois, qui Afrique francophone, et il m'a dit j'ai réussi à restaurer toutes mes datas grâce à Vim et le support des bandes parce que finalement c'était le dernier média qui n'avait pas été corrompu. Parce que je sais pas si vous le savez, mais on n'en a pas parlé depuis le début, mais aujourd'hui, j'ai fait il y a peu de temps 2-3 webinars que vous pouvez trouver sur le web qui sont assez intéressants sur 3 sujets qui sont importants. La protection de la donnée, la partie ransomware. Donc j'ai parlé en fait de toute une analyse sur plus de 1200 entreprises sur les ransomware. Donc je pourrais vous donner le lien, c'est intéressant parce qu'il y a quelques datas que je vais vous partager maintenant. Et aussi sur NIS 2. NIS 2, on n'en parle pas souvent là, mais NIS 2 c'est maintenant, hein, c'est 18 octobre. Enfin globalement, il faut être prêt. Et je peux vous garantir que les entreprises sont pas prêtes. Alors si on parle un petit peu des petits problèmes de paiement des entreprises qui peuvent être taxés jusqu'à des pourcentages sur leur chiffre d'affaires mondiaux et tout ça, bon ça va pas arriver tout de suite, je vous rassure. Mais pourquoi je vous parle de ces webinaires, c'est que les ransomware aujourd'hui, 96% des attaques sont faites sur les sauvegardes. Donc, si tu mets pas en place un modèle avec l'immuabilité, que ce soit sur des sauvegardes des environnements Kubernetes ou des environnements virtualisés ou même des environnements standards, bah, tu es sûr que tes sauvegardes vont être attaquées.
Et c'est là où il faut être pertinent, il faut trouver un bon média. Et c'est là où nous, on a un vrai intérêt parce qu'on est multi-environnement. On peut le faire on-prem, on peut le faire dans le cloud. On est capable de restaurer des données on-prem dans n'importe quel type de cloud. On est capable de le faire à partir de bandes. Et ça, c'est vraiment pertinent pour nos clients et c'est ce qu'ils nous demandent, cette pertinence. Et du coup, moi, j'ai une question un petit peu technico-technique. C'est alors moi, Vim, le produit, moi, pendant des années, je vais être très honnête, je pensais que vous apparteniez à VMware. Parce que c'était tellement collé comme solution que j'étais persuadé que c'était. C'était l'ADN, hein, mais tu as complètement raison, c'est l'ADN. Du coup, j'ai mis très longtemps à comprendre que vous n'étiez pas la même boîte. Pas du tout. Vous étiez une boîte et pas un produit. D'ailleurs, maintenant, on parle plus de VMware, on parle Broadcom. Hein, attention, faut bien parler. Oui, non, mais mais c'est pas étonnant. Et tu sais quoi, c'est une réflexion que j'ai déjà eue plein de fois. Mais vous êtes une option en fait. Ah bah non, on est complètement séparés. Par contre, on se connaît bien effectivement. Et aujourd'hui, on est largement plus, on est beaucoup plus agnostique. Hein. Il y a 2 semaines, on a sorti la 12.2 et on supporte Proxmox par exemple. D'accord. Donc Proxmox, c'est la Virtue en mode open, hein, d'accord. Et c'est quelque chose qui est en train d'être très tendance. Par rapport à ce qui est en train de se passer justement avec Broadcom. Et donc, le support de Proxmox, on a fait plus de 3000 installations, je crois, dans le monde, ne serait-ce qu'après le support de la 12.2. Pourquoi? Parce que des clients, ils ont aussi envie de voir de nouveaux modèles de virtualisation. Moi j'ai une question, du coup, alors, plutôt orientée Kubernetes, parce que concrètement, sauvegarder un cube, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que tu sauvegardes? C'est-à-dire, tu sauvegardes tous les fichiers de configuration? Est-ce que, au contraire, la sauvegarde, c'est plutôt de se dire, je suis capable de redémarrer sur un cloud from scratch l'intégralité du cube? C'est quoi, en fait, concrètement? Alors, justement, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, comme on se retrouve avec des modèles de plus en plus stateless et stateful, d'accord, de plus en plus stateful versus stateless, aujourd'hui, quand on sauvegarde un cube, on est obligé de sauvegarder l'ensemble des métadonnées et aussi la partie data. D'accord, ça c'est fondamental. Après, ce qu'on fait, c'est que avec les nouveaux modèles qui ont été intégrés dans Kubernetes, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de CBT, Change Tracking. Donc, on va utiliser des modèles qui vont nous permettre en fait de faire de la sauvegarde des données, mais sans avoir à chaque fois à refaire la sauvegarde full. On va uniquement sauvegarder les modèles les blocs qui vont être modifiés. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, on va être hyper efficient dans le modèle de sauvegarde. Et après, on a énormément de fonctionnalités qui sont liées à l'intégration des applications qui vont être directement dans Cube. Et là, on va avoir plein de modèles en fonction de nos clients qui vont répondre aux besoins. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Kasten, aujourd'hui, avec notre offre Kasten, qui est donc notre offre dédiée sur la sauvegarde des environnements Cube, on est l'offre qui a le plus alors c'est pas prétentieux, c'est juste un état de fait. Et vous pouvez demander à tous les experts qui ont testé, benché toutes les offres du marché. Hein, on est l'offre qui est la plus pertinente par rapport au contexte Kubernetes. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est bien de dire qu'on est grand et qu'on est fort, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que Kubernetes aujourd'hui, c'est un modèle qui est un modèle agile. Kasten, c'est un modèle agile. Kasten, c'est une release tous les 15 jours. Tous les jours, on a des clients qui nous demandent de faire du patching sur l'environnement Kasten. Tous les jours, on va rajouter des fonctionnalités dans Kasten pour tenir aux besoins de nos clients. Tous les clients veulent, quand on est sur du cube, on est toujours en mode super geek. Qu'est-ce que veulent nos clients? Premièrement, ils veulent absolument avoir un POC. Il faut qu'on teste, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des POC. Et quand on fait des POC, ils nous disent alors moi j'aimerais avoir un cheval avec 8 pattes, des oreilles et qui se transforme en chenille au bout de 3 jours. Et donc là, on est obligé de travailler avec eux pour développer des fonctionnalités pour les clients. Et une fois qu'on fait du patching, ce patching il va être réutilisé pour l'ensemble de nos clients quand on va sortir les nouvelles releases. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est super pertinent, c'est que on a beaucoup de clients qui sont majoritairement, il faut l'avouer, des clients historiques Red Hat, d'accord? Je crois que c'est à peu près 80% des clients qui utilisent Kubernetes aujourd'hui. Et derrière, on travaille avec eux pour faire évoluer le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde? C'est vraiment en fonction des clients, mais c'est surtout aujourd'hui toute la partie métadonnées et la partie stockage. Mais du coup, genre, moi, j'ai un petit peu un problème de couche d'abstraction dans ma tête. Le Kubernetes, il a un certain niveau. Je prends un K8s as a service. Je sais pas, je suis sur Azure, AWS, OVH, j'ai un K8s as a service. Votre système de sauvegarde, est-ce qu'il va s'intégrer au même niveau? C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit disponible chez l'hébergeur pour pouvoir sauvegarder, ou est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser directement à l'intérieur du cube? Alors, ça, je ne sais pas si tu vois ma question, mais non, je vois tout à fait ta question. À l'extérieur du cube et ça sauvegarde, ou est-ce que c'est à l'intérieur du cube, comme Vim à l'époque pour sauvegarder des VM? C'est où que ça se situe en fait? Alors, ça va se situer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est il faut comprendre que un des points forts de notre offre, c'est justement ce qu'on appelle la data mobility.
On a beaucoup de clients qui vont travailler on-prem avec du cube et qui vont travailler dans le cloud. D'accord? Nous, on va être capable d'avoir un niveau d'abstraction tel qu'on va leur dire, on va prendre vos données dans votre environnement X, on est capable de le mettre sur n'importe quel environnement Y, on va être capable de faire la mobilité des données. Et je peux même te donner un exemple. Il y a certains fournisseurs de cubes qui n'ont pas les modèles pour faire des upgrades de leur environnement. Donc, en résumé, passer une version 1 à la version 1.1, eux, ils vont pas savoir le faire, ils vont être obligés de repartir from scratch. Et ben, nous, l'environnement, ils le recréent. Ils le recréent, voilà. Et nous, on est capable de leur dire, ben non, ne faites pas ça. On va sauvegarder votre environnement et on va le recréer sur la nouvelle version et pour vous, ça va être complètement transparent. C'est pour ça que le niveau d'abstraction que tu disais, il est tel qu'on a cette capacité de pouvoir faire des migrations d'environnement et des migrations de versions directement avec Kasten pour donner à nos clients cette souplesse. Et aujourd'hui, Kasten est utilisé pour sauvegarder des environnements, mais il est utilisé pour 3 use cases globalement, la sauvegarde, la partie data mobility et mobilité des environnements, donc capacité de passer du versionning à une autre, et aussi toute la partie DR, sécurisation d'environnement sur un modèle qui va être un modèle d'un cloud vers un autre, quel qu'il soit. Et ça, c'est super intéressant. Je te dis, j'ai un cube on-premise, j'ai un cube sur Azure, j'ai un cube sur AWS, c'est 3 cubes qui sont à moi. Tu es capable soit de restaurer de l'un à l'autre, soit de manière transparente de balancer les pods d'un endroit. Et ça, c'est unique. Et ça, c'est le point fort aujourd'hui qui nous permet de gagner, en tous les cas, chez nos clients une confiance parce qu'ils se disent, mais finalement, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Vim, on était vu comme la protection de la donnée, mais aujourd'hui, on est dans la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est être capable de, dans un contexte donné, donner une réponse technologique par rapport à un client et aller largement là de la protection de la donnée, c'est permettre aux clients de faire des migrations, permettre aux clients de faire de la mobilité applicative. Et quand on parle de mobilité applicative, c'est tout en étant complètement transparent. Et ça, c'est super intéressant pour nos clients. Et aujourd'hui, cette sauvegarde, telle qu'elle est faite par Vim, c'est une sauvegarde cloud. Est-ce que je peux faire tourner la solution en étant totalement on-premise, coupé du réseau, comme ça peut arriver dans certaines industries? Tout à fait. Là, en ce moment, on travaille sur quelques gros projets. Quand on travaille sur des projets qui sont, entre guillemets, secret défense ou autres, je peux te garantir que ça va pas dans le cloud. Hein. Non, mais c'est pour ça, c'est important de préciser. Donc, on a des énormes projets aujourd'hui. D'ailleurs, nos plus gros projets concernent des entités qui sont complètement déconnectées, qui sont en DMZ, quoi, clairement. Donc, on n'est pas du tout obligé d'être dans le cloud. Par contre, les clients qui sont en environnement hybride, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'hybridation. Pourquoi? Quand tu rencontres des clients aujourd'hui, ils te disent « j'ai fait une migration à 100%, mon CEO, il m'a dit tu mets tout dans X ». D'accord? Ok, bon, le problème, c'est que déjà, tu peux pas tout mettre. On a toujours 20% que tu peux pas mettre. Puis, au bout d'un mois, ils reçoivent les premières factures, puis ils disent, ah ouais, c'est pas mal ce truc-là, ouais. C'est pour 8 ans, là, ou c'est le prix du mois, là? Et en fait, ils s'aperçoivent que ça coûte trop cher. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est qu'après, tu as un retour arrière, parce qu'ils se disent, je vais mettre dans le cloud et je vais avoir une hybridation pour essayer de optimiser les coûts. Parce que les coûts, c'est le nerf de la guerre. Il y a des factures qui sont tellement chères que ils sont obligés de balancer les coûts. Et nous, on aide nos clients justement, parce qu'on va pouvoir être capable d'être complètement agnostique en fonction du repo en fait, qu'il soit dans le cloud on-prem ou autre. Et donc, on va pouvoir les aider à faire des translations des environnements du cloud vers le on-prem pour qu'ils optimisent, ou même vers un service provider. Aujourd'hui, on a des services providers en France. Là, on parle beaucoup de SecNum, hein, de sécurité d'environnement sur les environnements publics. On est là pour justement les aider et bien positionner la data. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, je suis DSI, je suis intéressé par la solution, je veux sauvegarder mes données. De quels entrants vous avez besoin, côté Vim, pour pouvoir savoir ce qu'on peut mettre en place et le coût de mise en place? Parce que tu parlais tout à l'heure du facteur temps, c'est-à-dire qu'on va avoir un PRA, j'imagine, qui va dire je peux remettre mon environnement en 2 minutes. Et j'imagine que c'est pas la même chose de pouvoir remettre son environnement en 2 minutes ou en 4 heures. Exactement. En termes de coût, de solution. Alors, je vais revenir sur un point qui pour moi est fondamental. Quand on parle, et là je vais refocuser un petit peu sur Kubernetes. Quand on parle de Kubernetes, c'est quoi les 3 axes essentiels si on veut réussir un déploiement Kubernetes et si on veut d'ailleurs mettre en place toute la partie sauvegarde? Le premier point, c'est la techno. Donc, il faut choisir la bonne techno. Donc, il y a des leaders de marché. Nous, on est agnostique. Il y a des leaders et il faut prendre la bonne technologie sur Kubernetes. Le deuxième point qu'on oublie souvent, c'est l'humain. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement agile, mais le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de compétences sur le marché.
Ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Kubernetes, ça arrive dans des grandes sociétés parce qu'ils ont pris un stagiaire et qui est un geek. Alors, on est tous geeks, hein, toi, moi, on est tous geeks. Mais ils ont pris un geek, ah ouais, moi je suis super expert sur machin, truc. Il se met dedans, il commence à développer, et commence à faire du test en interne. Et une fois qu'il a fait du test, il va commencer à dire, ah bah je pourrais peut-être mettre en prod. Ah ouais, mais t'es tout seul, t'es un spof, faut que je trouve d'autres personnes. Et là, on est vraiment dans un modèle où, une fois qu'on a la techno, il faut trouver les personnes. Et quand on est sur des modèles type DevOps, ces personnes-là, c'est super compliqué. Tu vas les prendre où? Tu vas les prendre sur les développeurs, les geeks, mais qui savent même pas ce que c'est le hardware, donc ils vont pas savoir comment gérer le sto, par exemple. Tu vas prendre des mecs du sto qui comprennent rien au dev, et donc à la fin, tu as un modèle DevOps à mettre en place qui est super compliqué. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, bah, c'est toujours le même. Malheureusement, on est un peu drivés tous par ça. C'est combien ça va me coûter? Est-ce que je vais être efficace? D'accord? Et ça, ces trois piliers, ils sont essentiels. Donc, si je reviens sur ta question, quand on va se dire, bah, moi, je veux mettre en place quelque chose qui soit pertinent, bah, première question, c'est quel type de techno je dois mettre en place. Donc, sur du cube, bah, je vais choisir quel modèle pour faire ma sauvegarde. Le deuxième pilier qui est l'humain, est-ce que j'ai la compétence en interne? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher de la compétence? Est-ce que vous, par exemple, Vim, vous allez pouvoir m'aider? Alors nous, on a des partenaires qui sont des partenaires dédiés sur ces environnements qui vont pouvoir aider nos clients. Et donc, on peut vous aider à les fournir. Et puis, le troisième point, c'est le coût. Si tu demandes un RTO, RPO qui va être très très court, qu'est-ce qui va se passer? Le coût va éclater et va exploser parce que ça va nécessiter la mise en place de par exemple plus de stockage ou une immuabilité qui va être plus longue. Quand c'est immuable et que tu bloques 2 ans, c'est une petite anecdote, je vous la sors parce qu'elle est grandiose. J'ai un client, il a validé l'immuabilité sur 2 ans sur un environnement qui est un environnement cloud public. Donc pendant 2 ans, là, il est bloqué et ça lui coûte pendant 2 ans un prix et il ne pourra pas s'en sortir. Vous imaginez l'impact? C'est la boulette, ça. Hein. Alors évidemment, il a fait une connerie, il s'en souviendra, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est une notion de vers où je vais aller en fonction, on va mettre l'infrastructure, on va mettre les bons logiciels en place, et c'est là où nous, on va faire du entre guillemets du consulting avec les clients, c'est-à-dire qu'on va se mettre en mode avant-vente, et mes équipes sont là pour ça, pour définir les objectifs. En fonction des SLA, on va être capable de déterminer quelle est la meilleure architecture qu'on est capable de mettre en place, et en fonction des besoins des clients et en fonction des applications. Aujourd'hui, je peux vous donner quelques exemples. Un exemple qui est en dehors de Cube. Pareil, on va aller au-delà de Cube. 365 aujourd'hui, tout le monde dit bon bah j'ai du 365. De toute façon, c'est sauvegardé, c'est dans le cloud. Bon bah déjà c'est pas vrai, c'est pas sauvegardé. Hein, vous avez plein d'alinéas. Microsoft vous dit bon bah oui effectivement, mais vos données elles sont là, mais elles sont pas clusterisées et tout ça. Si vous perdez les données, bah c'est tant pis pour vous. Donc sauvegardez-les. Nous on a une offre 365 et quand on se présente pour analyser les coûts associés, eh ben on va dire on va en fonction des personnes en interne, on va pas faire le même niveau de service. Un VIP, s'il perd sa boîte aujourd'hui, c'est presque pire que s'il perdait de la donnée de production, parce que dedans, il y a tellement d'informations, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des éléments importants. Et donc là, on va mettre des niveaux de service en fonction des personnes. Et ben sur Cube, on peut faire exactement la même chose. Hein. Si on a des environnements qui sont des environnements ultra critiques, il faut que le niveau de service soit très haut et ça va avoir un certain prix. Moi, j'ai 2 questions et après, je vois que le temps file, on essaiera d'avancer vers une conclusion. Moi, j'ai 2 questions. C'est le coût concrètement. C'est quoi le système de facturation de Vim? Parce que est-ce que c'est je vais être sympa, un VMware où en fait ça coûte pas si cher au début, puis dans quelques années ça va coûter une fortune. Est-ce que c'est un système un peu open source? Comment ça fonctionne? Nous, c'est très simple. On facture au worker node. Donc, de toute façon, à partir du moment qu'un client va avoir 100 worker nodes, il va avoir 100 licences à mettre en place. Donc, c'est super simple. Et il n'y a pas de coût caché. Après, bien évidemment, quand on a beaucoup de petits clients, parce que c'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, hein, Kubernetes, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a soit des très grosses entreprises qui sont en mode super agile et qui mettent des mammouths, c'est-à-dire des organisations énormes. Et là, ça cartonne. Soit c'est des toutes petites entreprises qui vont 2-3 worker nodes, qui commencent à bidouiller, qui commencent à tester. Nous, on a dit, on fait au worker node. Du coup, l'intérêt, c'est que le coût au worker node, il est très simple et il est facilement compréhensible par le client. Et plus il va évoluer, après, évidemment, hein, nos clients sont rois, donc ils négocient. Et on travaille avec eux pour avoir le prix qui correspond à leurs besoins. Hein. Et encore une fois, on a des concurrents. Hein, même si aujourd'hui on est leader, on a aussi des concurrents qui nous challenge. Mais non, parce que tu comprends la question, parce qu'effectivement, faut que ça soit tangible, évidemment. Faut que ça. Puis, nous, on a des clients PME. Ok, ils ont un cube, ils ont peut-être une trentaine de workers, pas plus, quoi, tu vois.
est-ce que ça s'adresse à des petits clients de 5 workers ou est-ce que ou est-ce que le ticket d'entrée est tellement élevé qu'en fait pas du tout. Non, alors donc on n'est pas du tout avec des tickets d'entrée qui sont élevés. En plus, il y a des versions free, donc typiquement des clients peuvent aujourd'hui tester gratuitement, d'accord? Je crois que c'est juste. Alors, si je dis une bêtise, je corrigerai après, a posteriori, mais je crois que c'est jusqu'à 5 worker nodes, c'est gratuit. Ils peuvent tester, ils peuvent installer, ils peuvent voilà. Et après, plus ça va grossir, plus ils vont pouvoir travailler avec, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. Et surtout, je dirais, le retour de nos clients quand on fait des démos et quand on travaille avec eux, c'est ah ouais, puis là, je savais pas qu'on pouvait faire autant de choses. Et donc dernière question, elle est simple, c'est on a choisi Vim, on l'a déployé, on est super content. On se fait attaquer, ça crache, c'est la panique. Est-ce que du coup, vous avez un système de support, c'est-à-dire globalement, vous êtes en mode on est éditeur logiciel, vous faites ce que vous voulez avec nos backups, ou est-ce que vous avez une task force pour dire on va vous aider? Ah non, alors là c'est excellent. Tu me tends la perche, mais en plus alors pour être très honnête et on peut le dire quand même, c'était pas préparé. Mais comment ça fonctionne? Non, parce que je te pose la question parce qu'en fait on a plein de services de gens qu'on entend autour de nous qui vendent des solutions de sécurité et le jour où il y a un blême, ils te disent il faut pas quoi. Il n'y a pas cette équipe qui vient t'aider au quotidien pour sauver ton problème. Alors, premier point, on a un INPS score, donc on a un score de notation des clients qui a un modèle américain qui est très élevé chez Vim. Pourquoi? Parce qu'on a un support qui fonctionne très bien. On a un très grand nombre de clients. Alors, je vais pas dire qu'on n'a pas d'escalade, hein, on a toujours des escalades de tout type. Hein, la version, elle supporte pas, il y a un bug et tout ça. Donc ça, c'est toutes les sociétés. Par contre, on a un modèle de support qui est que tu logs effectivement un ticket. Et une fois que tu as logué ce ticket, tu as plusieurs possibilités. Tu peux faire des escalades parce que tu es en Severity 1. Donc Severity 1, ça peut être perte de données, ou plus accès à la production, ou plus de sauvegarde. Et donc dans ce cas-là, il va y avoir une task force qui va carrément être dédiée dessus avec manager. Donc moi, je suis impliqué, donc c'est pour ça que je le sais bien. Et on va travailler justement pour avoir les bonnes personnes, parce que ça peut être plusieurs personnes qui doivent travailler sur un case. Et après, on va travailler sur le case avec des relations clients, potentiellement faire des WebEx avec le client pour le sortir de la situation. En cas d'attaque ransomware, pareil. Tu ouvres tes cases. Maintenant, il y a un message qui est super important. Il y a quelques mois, on a racheté une société qui s'appelle Coveware. C-O-W-E-A-R-E, je crois. Bon, voilà, Coveware, tout simplement. C-O-V-E-W-A-R-E. Coveware, cette société, elle travaille uniquement sur des modèles qui sont des modèles liés à quand je me fais attaquer, comment ça fonctionne. Le pitch, il est très simple. Cette société, elle a 3 piliers. Premier pilier, proactivement, on va travailler avec vous pour mettre en place le plus haut niveau de sécurité dans votre infrastructure. Vim, aujourd'hui, on fait beaucoup de sécurité. On a signé des accords avec Palo il y a très peu de temps pour toutes leurs interfaces et on va être capable de leur loader à travers les API toutes les datas qu'on a dans Vim. Mais cette sécurité, elle est end-to-end chez Vim. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Coveware, proactivement, on va être capable de travailler avec les clients pour vraiment leur valider l'organisation. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se fait attaquer. La question, c'est quand tu vas te faire attaquer. Quand tu te fais attaquer, qu'est-ce qui va se passer? On est capable de créer une SWAT team et cette SWAT team, elle va travailler avec toi sur 2 axes. Premier axe, si je me fais attaquer et que derrière, j'ai toutes les données qui sont cryptées, il va y avoir de la négociation qui va être faite directement entre Coveware et les hackers pour justement essayer de faire baisser, parce que des clients aujourd'hui payent, beaucoup d'entre eux payent, vous le savez, des assurances, et donc ils ont envie d'utiliser l'assurance pour payer la rançon. Vous savez que parmi ceux qui payent la rançon, il y a 26% des gars qui retrouvent vraiment leurs données. Seulement. Donc en résumé, ouais, 26%. Ah bah c'est juste une promesse. Hein. C'est que dalle. Donc en résumé, ne payez pas les rançons. Ça, c'est mon avis. Mais tu sais, quand tu payes ton assurance, t'as envie de la payer l'assurance. Surtout quand t'es vraiment tanké et que t'as pas de sauvegarde, tu sais plus trop quoi. Voilà. Donc là, premier point, on peut négocier la rançon pour la faire baisser de 500 000 $ à 250 000. Donc à la fin, tu perdras moins d'argent. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est qu'on a aussi un modèle, comme on connaît en fait pas tous entre guillemets, mais un très grand nombre de ransomware, on a aussi toute une équipe qui peut essayer de retrouver des clés pour décrypter les données. Donc on a une équipe dédiée qui, en fonction du pattern en fait du ransomware, va être capable de retrouver des clés et va tester les clés sur l'environnement du client pour voir si ça marche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça, c'est le modèle Coveware, donc société qu'on a intégrée, et c'est grâce à ça en fait qu'on est capable de proposer un modèle de sécurisation en fait des environnements de nos clients. Pour avoir ce modèle-là, par contre, ça coûte de l'argent. Je vais pas vous le cacher. Pourquoi? Parce que c'est un haut niveau de service, donc il faut être en mode premium
chez nous, il faut être au plus haut niveau de la licence, et derrière, effectivement, ça coûte de l'argent. Par contre, certains grands clients le mettent en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, ça leur coûte moins d'argent, quoi qu'il arrive. Parce que restaurer des données critiques, voilà, c'est fondamental. Juste un dernier message, parce que je sais qu'on est un peu pressé, mais le sujet qui est fondamental, c'est la mise en place d'une infrastructure et d'une couche logicielle cohérente par rapport aux besoins. Il faut vraiment se challenger, il faut travailler avec des partenaires compétents, il faut vraiment ne pas penser qu'on sait tout faire tout seul. Beaucoup de clients sont persuadés que ce qu'ils font, c'est génial, et ils ont oublié quelque chose dans leur modèle qui font qu'ils sont facilement attaquables. Il y a des sociétés qui font du bug bounty qui existent sur le marché pour tester des environnements de prod. Utilisez-les. C'est eux qui vont vous tester, qui vont dire, il y a tant de failles, et après, on va devoir travailler avec Vim pour mettre le bon environnement qui correspond bien à la sauvegarde et pour être cohérent. Et parfois, donc, c'est ça le message. De faire tout seul, hein. On se rend pas compte du prix, mais ça peut coûter très cher. Il faut penser que aujourd'hui, c'est tellement compliqué avec l'IA qui est capable de générer des ransomware à la volée par des geeks qui connaissent rien quasiment. Imaginez que le modèle est tellement difficile aujourd'hui à comprendre que les failles, elles sont partout. Donc, il faut être prêt, et pour ça, il faut s'appuyer sur les bonnes personnes, et nous, on est là pour aider nos clients, pour mettre un environnement le plus sécurisé possible. Et ça, c'est fondamental. Christophe, avant de conclure, si on peut prendre un pas de recul par rapport à la sécurité, on oublie un peu la partie sécurité et backup. On termine avec Kubernetes. Si tu as un conseil à donner à un DSI qui aurait entendu parler de Kubernetes, comme quoi tout le monde l'a, et qui se dit qu'il va voir son CTO et qui va se dire il faut absolument Kubernetes parce que c'est génial. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas aller trop vite, travailler avec des partenaires compétents, ne pas y aller tout seul, parce que finalement, à penser qu'on est très très bon tout seul, on peut perdre énormément de temps et on peut mettre à risque sa société. Donc plutôt travailler avec vraiment des partenaires dédiés dans le Kubernetes qui vont vous mettre en place le meilleur modèle. Ça, c'est fondamental. Pour conclure, on a une petite tradition. Je ne danserai pas, je tiens tout de suite à le dire. Est-ce que tu as encore un rêve technologique ou un projet qui n'est pas abouti, qui n'a pas encore vu le jour, auquel qui te taraude? Alors, j'ai pas eu le temps de vous parler de toutes mes passions, mais parmi mes passions, il y en a une qui est liée à ma date de naissance. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, un mois après avoir atterri sur la Lune. Mais technologiquement, s'il y a un truc qui me passionne à fond, c'est tout ce qui est espace. Donc, j'ai eu la chance d'aller sur le pas de tir d'Ariane 5 quand j'étais un peu plus jeune. J'ai pas vu de décollage malheureusement. Mais là, je suis quand même super intéressé technologiquement par tout ce qui se passe, et avec Starship, je suis prêt en fait tout ce qui se passe sur Starship. Effectivement, avec cet Elon Musk qu'on peut dire qui est des fois un peu fou, mais quand même un disrupteur. Et si j'ai un truc qui vraiment m'excite, c'est effectivement aller au plus près de cette technologie spatiale et essayer de voir des décollages et un jour aller sur Mars. Ça, c'est un truc qui me fait bien très. Alors justement, tu parles technologie. Je vais te demander une petite définition, ta définition personnelle de ce qu'est une bonne technologie pour toi. Une bonne technologie, c'est jamais la dernière et c'est celle qui marche et qui est robuste. C'est une belle définition. Parce que la dernière, tu sais très très bien qu'elle va être géniale, mais au moment où tu l'achètes, c'est peut-être pas la meilleure. Donc c'est un peu comme quand tu achètes une télé, tu sais, tu achètes jamais la dernière télé parce qu'elle est soi-disant super meilleure que la N-1, mais la N-1 elle coûte 2 fois moins cher. Donc tu achètes la N-1 et dans 3 ans, tu achèteras la N-1. Et donc et là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour avoir été un early adopteur de beaucoup de technologies, le premier te mets toujours les dents sur la qualité. La première version, c'est jamais la bonne. C'est jamais la bonne. C'est comme pour les voitures. Voilà. Sortir, c'est la bonne. Donc finalement, tu commences aussi à vieillir. Hein. Tu commences à comprendre que la dernière techno, elle sera super. Hein. Ouais. Mais c'est pas celle qu'il faut acheter. Pas tout de suite. Dans 1 an ou 2, ce sera bon. Puis surtout, elle va être beaucoup trop chère par rapport à ce que ça va donner. Hein. Donc, j'essaie de garder ce mantra pour tout ce que j'achète, même si des fois je craque, hein, parce qu'on est un peu des geeks quand même, on faut se l'avouer. On aime bien avoir la dernière techno, mais en général, j'essaie de le tenir. Et tu sais quoi, ça fait économiser beaucoup d'argent et ça marche très bien. Pour terminer, Christophe, est-ce que tu as un petit conseil à donner à nos auditeurs? Plutôt pour des auditeurs jeunes qui se lanceraient dans le métier de l'informatique. Alors, ça c'est. Alors, j'ai la chance d'avoir. Tu vois, mon fils, il commence dans demain. Enfin, lundi prochain, il commence son premier métier. Là, il vient de terminer ses études. Et ce que je lui dis, le plus important, c'est d'être passionné et d'être à l'écoute.
Parce que finalement, quand on sort et qu'on est jeune et qu'on rentre qu'on a fini ses études, le concept numéro 1, c'est qu'on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on va apprendre plus tard. Donc, écouter les gens, se rapprocher des personnes qui savent, parce qu'il y en a, faire attention à soi, mais vraiment être à l'écoute. Le plus important, c'est d'écouter ceux qui savent. Et après, vous verrez que tout simplement, la route, elle se fera et à la fin, vous serez sans doute beaucoup plus compétent que tous ceux qui vous ont appris. Mais écoutez, c'est sans doute vraiment le truc le plus important. Et lire. Je dirais que lire tout ce que vous avez, des bandes dessinées, des encyclopédies. Lire la culture, c'est fondamental. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on n'a rien à ajouter. On va se quitter là-dessus. Merci Christophe pour cet échange très instructif. Et puis bonne continuation à toi. Merci à vous deux. Merci pour ce temps et bonne continuation à vous aussi pour les prochains podcasts. Merci. Au revoir.